Et ben voilà les amis, formidable, on arrive à San Luis, on arrive au Brésil pour notre premier périple sur Océan Alchimiste avec Olivier de Kersauzon qui est là-bas. Alors, allons demander à l'ombrageux capitaine, j'aime bien l'appeler comme ça, l'ombrageux capitaine. Allons lui demander ce qu'il pense des parages et de l'atterrissage parce que ça n'a pas l'air très simple. Qu'est-ce que ça donne Olivier pour arriver là? C'est pas évident. Non, parce que c'est une côte très sablonneuse, avec l'estuaire en plus, il y a du limon. Et puis tout ça est mouvant. Et les grands chenaux sont bien balisés. Ouais. Hein, il y a même du fond, il y a jusqu'à 60 mètres de fond dans l'axe du fleuve. Dès qu'on sort de l'axe du fleuve, comme ici, là, quand on approche de Saint-Louis, c'est effrayant parce que c'est dans une espèce de bulle où j'ai 2 mètres de fond, 1m80, 1m60 de fond. Quoi. Ouais. Et si je sors de cette bulle vers la ville, je touche. Si je fais à l'autre, je touche. Si je recule, je touche. Bon. Par contre, je peux avancer. On va peut-être descendre avec le petit bateau avec l'annexe, non? C'est une proposition que j'allais vous faire. D'accord. Merci. D'accord. Bah ouais, on va descendre avec le petit bateau, ça sera pas plus mal. Ce n'était pas gagné de retrouver à San Luis, au Brésil, Manuel Portugues. À vrai dire, ce n'est pas le roi des horaires et des rendez-vous. Il est pourtant là, sur la plage, un peu amusé de voir débarquer des Français. Drôle de zèbre. À 74 ans, il garde une souplesse de chat et le sourire espiègle d'un gamin, tranquillo, comme il dit, en dessinant dans le sable. Après, je fais les cloisons. Manuel va toujours pieds nus, il déteste aussi les vêtements et n'aimait pas non plus la dictature de Salazar au Portugal, son pays d'origine. C'était l'époque de Salazar, la dictature. On ne pouvait pas partir comme ça. Ah, en fait, vous avez fui la dictature au Portugal? Bon, je n'ai pas fui parce que je n'étais pas en prison. Mais je me suis séparé. J'ai trouvé que Portugal était trop petit pour moi et Salazar. Donc, Salazar ne voulait pas sortir, c'est moi qui ai sorti. Et pourquoi vous êtes venu ici à San Luis? Bon, je suis passé ici, bon, j'ai trouvé un peu plus agréable, mais j'aime surtout un peu au nord, là où j'habite. Parce que la grande ville, je n'apprécie pas. Je suis venu au Brésil, pas pour gagner de l'argent, mais juste pour le contraire, pour ne pas gagner d'argent. Là-bas où j'habite, je peux vivre longtemps sans argent. On a tout ce qu'il faut pour manger. C'est sûr, Manuel n'a pas de gros besoins et il a des mains d'or. C'est lui qui a construit tous les bateaux sur ce bout de côte, à son idée. Les multicoques vont vite, se posent sans souci sur la vase. Les Brésiliens adorent ce qui est moderne. Et voilà comment un seul homme provoque une épidémie. C'est moi qui utilise le bateau. Des catamarans signés Manuel comme s'il en pleuvait. Moi, je monte par l'échelle. Hein. C'est aussi bien. C'est plus confortable. Oui, c'est plus confortable. Notre exilé a fait son nid au Brésil. Quelques enfants aussi. Et tous mes fils ont fait un peu les bateaux. Ah ouais. Et ils sont pêcheurs ou ils sont... Ils sont pêcheurs. Vous avez combien de fils? Une dizaine. Les filles, les garçons, 5 garçons et 5 filles. Et ils sont tous marins? Non, 6 garçons et 4 filles. Ils sont tous marins pêcheurs. C'est compliqué parce que ça glisse. Oh non. Mais je monte même par les câbles d'acier. 74 ans, on croit rêver. Et quand Manuel est fatigué des bateaux, même en bois, il part se mettre au vert. C'est quoi votre prochaine aventure? Et peut-être une grande randonnée dans la forêt. Grande comment? C'est pas, peut-être quelques 1000 kilomètres. Et là, vous partez tout seul, la solitude, ça vous pose pas de problème? Ben, non, non, comme je voyage, chaque jour je fais quelques kilomètres, tout ça. Toujours de quoi m'amuser, chercher à manger, tout ça. Toujours des occupations. Il est comme ça, Manuel. Il prend la vie, la mer, la forêt comme elles viennent. Et s'il aime les bateaux d'aujourd'hui, nerveux, rapides, il voudrait aussi qu'on n'oublie pas le savoir ancestral des charpentiers de marine. Le souci avec les bateaux en bois, c'est que si on les oublie, ils meurent dans la vase et leur époque avec eux.
ce sont tous les bateaux du coin. C'est le patrimoine maritime en fait de cette région du Brésil. On va d'ailleurs aller faire un tour dans un chantier naval qui est surtout une école pour voir quel rapport entretiennent les Brésiliens avec leur passé maritime, mais aussi architectural. C'est de l'autre côté du fleuve, dans un quartier très populaire. Un chantier naval, mais c'est bien plus que cela. Bien sûr, on y apprend à réparer des bateaux, les techniques, le travail du bois. Retrouver le savoir des anciens qui construisaient toujours sans plan, à l'œil. Luis Felipe Andrés est l'âme de ce petit conservatoire du patrimoine maritime. Concept presque paradoxal dans un Brésil qui a d'abord le souci d'aller de l'avant sans trop regarder dans le rétroviseur. Et pourtant, comment faire l'un sans l'autre? Aujourd'hui au Brésil, ce qui est bien, ce sont les bateaux modernes, en fibre de verre, en résine. Parce que nous sommes attirés par tout ce qui est nouveau. On oublie les choses simples, les connaissances traditionnelles. On abandonne tout ça au pied de l'immeuble, pour la voiture, du moderne clinquant, ce que nous vend la société de consommation. Et on en oublie l'importance fondamentale pour les gens de São Luís de préserver les savoirs anciens. São Luís, 2 degrés sous l'équateur. D'un côté du fleuve, la ville moderne où tout le monde donc veut habiter pour garer sa voiture entre un immeuble neuf et la plage. De l'autre côté, une vieille ville superbe, un peu oubliée sur la côte du Nord-Est. Pourtant, elle a un charme fou et une étrange histoire. Les tuiles sont brûlées par les embruns, les jolies faïences bleues protègent comme elles peuvent les anciennes maisons de maîtres de l'humidité tropicale. Le vieux centre est resté dans son jus. Pavé, lampadaire, on se croirait à Lisbonne. Une Lisbonne équatoriale, métissée, nonchalante, joyeuse, sensuelle. Un Français, Bernard de la Roche, est tombé amoureux de ce séduisant Portugal du Nouveau Monde, de son histoire. Il a posé à São Luís son sac de marin. À l'époque, les caravelles ne remontaient pas le vent, ne remontaient pas les courants qui sont très forts. Donc on arrivait à São Luís, on restait à São Luís. Ce qui fait qu'on a eu pendant des années un endroit qui n'était même pas le Brésil d'ailleurs. C'était le royaume colonial du Maranhão. Tant que même l'argent n'arrivait pas ici. On n'avait pas d'argent, donc comme on a commencé à planter la canne puis le coton par la suite, c'est le coton qui servait pour acheter les maisons, pour acheter les esclaves. On achetait un esclave pour 4 ballots de coton, on achetait une maison pour plusieurs rouleaux, jusqu'à 40 rouleaux de coton pour avoir une maison à 2-3 étages. Et on était complètement isolé du reste du Brésil, plus proche du Portugal que des grandes villes qui avaient été découvertes 100 ans plus tôt, qui sont Recife, Salvador, Rio, qui avaient un développement beaucoup plus normal, disons entre guillemets. São Luís est pourtant la seule ville au Brésil fondée par des Français. 1612, 3 bateaux partis de Bretagne et menés par Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière, débarquent ici. Le Nouveau Monde a toujours attiré les aventuriers. Ils rêvent d'une France équinoxiale, douce folie, l'aventure tourne court très vite. Ils ne sont restés que 3 ans. Les Portugais voyaient d'un mauvais œil leurs frontières avec l'Espagne, occupées par des Français. Donc ils les ont encerclés, attaqués, vidés. Et il n'y avait à l'époque que des bâtiments en bois. Le fort de São Luís était en bois, le couvent de Saint-François était en bois, donc il n'en reste absolument aucune trace physique. Et oui, n'en déplaise à monsieur de la Ravardière, elle n'aura vraiment pas duré longtemps, cette France équinoxiale. Moralité, ne pas faire confiance aux corsaires malouins, ni même aux Normands, et encore moins aux Cancalais. Je blague. On quitte São Luís
on laisse le soleil derrière nous, ça veut dire qu'on va vers l'est. En fait, on va en direction de Fortaleza. Mais avant cela, sur la côte, il y a un endroit assez étonnant, un endroit un peu magique. C'est un parc national, l'Enchoís. L'Enchoís, ça veut dire les draps. Tout ça parce que ça ressemble à des draps froissés. C'est une sorte de zone de dunes incroyable qui tombe dans l'océan. Il paraît que c'est très spectaculaire. Tout ça, ça nous a donné envie d'y aller. Eh ben, c'est parti. C'est parti, c'est tout moi ça. La fleur au fusil, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. L'ombrageux capitaine se charge de calmer un peu le jeu. Vagues, courants violents et bancs de sable, ok. Avec Alchimiste, ça ne passera pas par ce côté-là, en tout cas. Faire attention, quoi. La côte brésilienne, c'est beaucoup de sable. Hein. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de sable et des hauts fonds qui vont jusqu'à 30, 40 000 au large, à 80 km au tangent de la côte. Cette côte, elle n'est pas accueillante du tout. C'est toujours un peu la même histoire. On tire des plans sur la comète et dès qu'on est sur l'eau, tout devient compliqué. Ça avait l'air bien pourtant ces dunes-là. Bon, on va se débrouiller. Bernard Delaroche a trouvé un plan bis. Contourner le problème et attaquer les dunes par l'arrière, par la rivière. On va être obligé de prendre quelque chose de plus petit. Alors peut-être pas une cigarette, peut-être pas une fusée comme celui-là, mais un bateau beaucoup plus normal. C'est marrant cet endroit, non ? Il est brûlant ce sable. Eh ben, la plage est belle, elle est un peu grande. Oui, hein, tu as remarqué, on a quelques kilomètres de plage. Là, la forêt se fait complètement grignoter, là. C'est dément. Oui, hein. cette plage, en fait, c'est le sable qui s'en va avec les vents alizés, qui envahit tout, qui monte sur les arbres et forme ces dunes comme un vrai désert, hein, et qui inexorablement va manger toute la mangrove jusqu'à l'arrivée sur le fleuve. Mais d'année en année, vous avez vu progresser tout le temps, là, quand vous venez ça à toute avance, la bande. on a l'impression que ça accélère même un peu. Parce qu'il y a moins de pluie, plus de vent. Ah ouais, donc, ouais. On voit les troncs d'arbres quasiment pétrifiés, là, au fond des creux. J'entends déjà ricaner certains. Oui, bon, c'est la dune du Pilat, le bassin d'Arcachon. Sauf qu'à perte de vue, on a 1500 hectares de sable blanc comme froissé par un géant, juste sous l'équateur. À pied, c'est bien. Avec la voiture de Monsieur Buna, c'est encore mieux. Il vit à la lisière de ce petit Sahara et le connaît comme sa poche. 80 km de long sur 30 à 50 en largeur, on pourrait rouler comme ça, du soir au matin et du matin au soir pendant une bonne semaine, sans trouver les limites du bac à sable. Mais c'est quasiment un désert, ça. Qu'est-ce qui fait que c'est pas classé désert, finalement? Je crois que la taille, c'est peut-être pas assez grand, et puis le fait qu'il y ait normalement, pas aujourd'hui, mais normalement beaucoup d'eau. Il y a pratiquement 4000 lagunes d'eau de pluie qui existent ici pendant 6-7 mois par an. Là, par exemple, c'est une lagune, normalement. Bah oui, c'est normalement de l'eau, jusqu'on a ici jusqu'à 3 mètres d'eau. 3 mètres d'eau. Mais c'est de l'eau saumâtre, c'est une sorte de marigot? C'est de l'eau de pluie qui est transparente et qui donne, vue de loin, une couleur très bleue ou très verte qui est extraordinaire. Elle est vraiment azur, l'eau est vraiment azur comme il... Ah ouais, Azul, verde. La couleur de l'eau, c'est bleu ciel ou vert.
des fois bleu, parfois vert. En fait, cela dépend de la couleur du ciel, s'il y a des nuages ou pas. Mais on peut nager dedans, c'est de l'eau pure. Elle est super pure, une vraie merveille. C'est super. Bon, faut qu'on revienne quand il y a de l'eau, d'après ce que je comprends. Bon, c'est pas tout ça, mais avant que le soleil soit complètement couché, ce serait pas mal de retrouver Alchimiste qui est là-bas, vers la mer. Oh, ça va pas être facile cette affaire-là. Alors sinon, génial, hein, le Sahara, une espèce de Sahara improbable, je sais plus quoi, 100 km de long sur 50 de large, des dunes, non, génial. Mais pour nous, c'est frustrant parce que, non, Ouais. il y a des moments où on approche suffisamment, on voit vraiment bien, mais il y a des moments où on devine seulement. Ouais. Là, regarde la jumelle devine. On dit ça doit être formidable de pouvoir approcher à la limite de Bitché, mais c'est pas la saison. Mais c'est un peu agaçant parce que c'est des endroits où il faudrait pouvoir rester traîné, pas la moitié d'une vie, mais une bonne partie. Étonnante, assez magique, cette région de San Luis, on va la regretter, mais vous savez quoi? La semaine prochaine, ce qui nous attend, c'est Bahia, Salvador de Bahia, la baie de tous les saints. C'est pas mal non plus. Alors les enfants, à très bientôt pour de nouvelles aventures à Bahia.